Vraiment. Bonjour à tous. On est aujourd'hui pour travailler vers un petit moment ensemble sur la question des rapports disciplinaires, donc la rédaction des rapports disciplinaires. C'est vrai que c'est un enjeu important parce que, on va le voir, c'est un enjeu à la fois qui permet au conseil de discipline ou à l'employeur qui prend la décision de pouvoir justifier cette décision. Aussi, c'est quelque chose qui est important en matière de, droit de la défense, puisque cet élément-là, c'est, ce qui va être communiqué à l'agent notamment, hein, et qui doit recueillir l'ensemble des éléments qui permettent de se positionner sur la sanction, mais aussi sa proportionnalité de la sanction. Alors, donc, 1re question, petit rappel, heu, c'est, celle des différentes sanctions, disciplinaires, puisque là, on est dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Un agent qui a priori un comportement fautif et qui, va peut-être, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. A priori, on se parcourt. Donc on va avoir tout un process qui peut aboutir à une sanction disciplinaire et je vous le rappelle pour les fonctionnaires, on a 4 groupes de sanctions disciplinaires. 1er groupe, c'est l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire jusqu'à 3 jours. 2e groupe, la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonction. 3e groupe, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de séjour à 2 ans. Et enfin, la mise à la retraite d'office et la révocation. Alors, la différence de process, et non de gravité qui coule de source, mais la différence de process en matière de procédure disciplinaire, c'est que dans le cas des sections de premier groupe, nous n'avons pas besoin, vous n'avez pas besoin de saisir le conseil de discipline avant de pouvoir prendre la décision. Par contre, dans les 2e, 3e, 4e groupes, c'est nécessaire de saisir le conseil de discipline. Alors, je vais vous poser une petite question ici. À votre avis, j'ai lancé un petit sondage. Le rapport disciplinaire n'est-il obligatoire que dans le cas d'une procédure pouvant amener à une sanction de 2e, 3e ou 4e groupe? Je vous laisse répondre à cette petite question. Alors, donc, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les résultats. On a 20% des participants qui pensent que oui, le rapport n'est obligatoire que dans le cadre d'une procédure pour amener une sanction de 2e, 3e, 4e groupe, alors que j'ai 80% qui me disent que bah, non. Donc du coup, je subodore que ça signifie qu'on pourrait avoir à faire un rapport qu'il est obligatoire dans le cadre d'une sanction du premier groupe. Alors, Heu, si on fait de l'exégèse, juridique, on retrouve la notion de rapport disciplinaire, à partir du moment où on saisit le conseil de discipline. Donc vraiment dans le code général de la fonction publique, on dit: «Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de, nomination». Donc on pourrait se dire quand je lis ce texte, bon, bah, du coup, je ne vais avoir, à faire un rapport qu'à partir du moment où j'ai saisi du conseil de discipline et donc que je suis probablement dans une sanction de 2e, 3e ou 4e groupe. Cependant, de manière générale, sur les droits de l'agent, le fonctionnaire, agent à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire, il est informé qu'il a le droit d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier individuel, qu'il est convoqué par le président du conseil de discipline, le cas échéant, et qui peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, mais aussi tout au long de la procédure, qu'il est invité à prendre connaissance d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commises. Donc, on parle bien du rapport à la fois lorsque j'ai le conseil de discipline, mais aussi lorsqu'il n'y a pas de conseil de discipline. C'est-à-dire que oui, la majorité a raison, il est nécessaire de produire un rapport pour l'ensemble des process disciplinaires. Un rapport,
par contre, dont la forme, on va le voir, est assez libre, et qui a comme aussi objectif d'apporter les éléments qui vont pouvoir à la fois fonder la décision que vous allez prendre, mais aussi de pouvoir justifier devant le juge administratif que vous n'avez pas pris une sanction disciplinaire qui se base sur une absence de réalité de fait, que vous avez vraiment réfléchi à la question. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le rapport disciplinaire. euh, le rapport, il précise les faits reprochés à l'agent, les circonstances dans lesquelles ils ont été commises. Ce sont les grands principes. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin parce que, bien entendu, il y a les faits. Ce qui est important aussi, c'est leur qualification juridique. Je vais le répéter plusieurs fois, mais le juge administratif, il est vraiment dans une optique où, en matière disciplinaire, il va vérifier, premièrement, la réalité des faits. Deuxièmement, si les faits sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire. Et troisièmement, il va ça apprécier le caractère proportionnel. Et finalement, dans le rapport disciplinaire, ce qui est important, c'est de retrouver tous ces éléments-là. Les faits, leur qualification juridique et les éléments qui ont été utilisés pour permettre d'apprécier le caractère proportionné de la sanction disciplinaire qui va être infligée à l'agent. Alors, à votre avis, euh, une autre petite question, c'est, à votre avis, est-ce que la rédaction du rapport disciplinaire est encadrée par la réglementation dans ce sens-là, dans sa forme et dans les éléments obligatoires de contenu? Alors, résultat beaucoup plus serré, on est quasiment à 50-50. Euh, alors, en effet, comme beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, comme dans la rédaction des décisions administratives, comme dans la rédaction des enquêtes administratives, il y a un principe, c'est la liberté de l'employeur dans le rapport disciplinaire. On n'a pas de règles structurées. Un rapport disciplinaire, ça peut faire une page euh, sans menu, sans sommaire, pardon, de manière extrêmement simple, comme être un pavé de 500 pages. En fait, tout va dépendre de la situation et des éléments qu'on va rechercher, qu'on va utiliser. L'objectif, c'est vraiment un outil qui vient catalyser, qui vient mettre ensemble l'ensemble des éléments que vous avez en tant que pilote de la procédure disciplinaire, recueillir pour pour pouvoir justifier votre sanction disciplinaire, mais aussi derrière le défendre devant le juge administratif, le cas échéant. Du coup, au-delà de cette question de la structuration, hein, de la liberté, euh, eh bien, il faut se mettre dans l'idée de à quoi ça sert. Quoi ça sert. Et la structuration que je vais vous proposer est une structuration qui est une proposition comme une autre, mais vous avez une certaine liberté sur la rédaction en gardant voilà, l'objectif. Pourquoi vous le faites. Alors, la structuration que je vous propose et qui me semble pertinente, elle est la suivante. Donc, premièrement, un petit chapeau introductif. Alors, un chapeau introductif qui n'est pas le conseil de discipline. Après, si il n'y a pas de saisine du conseil de discipline, c'est-à-dire que je suis dans une sanction du premier groupe, dans ce cas-là, bon, je n'ai pas ce château introductif, si ce n'est un petit titre, un rapport disciplinaire sur la situation de l'âge. Alors, ensuite, un petit rappel sur la situation administrative de l'agent. L'objectif étant de rappeler la carrière de l'agent et ça de manière purement administrative. Depuis quand est agent public, depuis quand est contractuel, parce que, on va le voir, ça peut avoir un impact sur le niveau de sanctions qui va être infligé à l'agent. La valeur professionnelle de l'agent,
Là encore, c'est un objectif pour donner des éléments d'appréciation du comportement général de l'agent, puisque, comme on l'a déjà vu sur des webinaires sur la discipline, et comme on le reverra ici, il s'agit de se poser la question, enfin, le comportement global de l'agent a un impact sur la proportionnalité de la sanction. La procédure suivie. Alors, pourquoi on va mettre là-dedans la procédure suivie? Bah, tout simplement déjà pour vérifier qu'on a bien respecté les droits de la défense. Et sur ce point, je vais vous rajouter une petite position de la Cour de cassation qui pose question, mais mieux vaut prévenir que guérir. Vous allez voir, on va se retrouver comme dans les films potentiellement américains. L'exposé et la circonstance des faits. Donc là, on est dans le cœur du rapport disciplinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a recueilli ces faits aussi? Est-ce qu'il y a eu une enquête administrative? Si enquête administrative il y a eu, quelles sont ses conclusions? Elle est annexée au présent rapport. Y a-t-il eu des témoignages? Ces témoignages, qu'est-ce qu'on en a tiré? Et ces témoignages sont annexés au présent rapport. Donc là, on va identifier les faits reprochés à l'agent, mais aussi la manière dont on a recueilli ces faits. Et puis, la qualification des faits, ça c'est souvent un élément important, c'est de dire, voilà, on a ces faits-là, ils sont identifiés, ils sont indubitables. En tout cas, on a des éléments suffisamment probants. À quoi? Qu'est-ce que ça matérialise? Comment un manquement? À quelle obligation? Ça, c'est très, très important toujours d'articuler le comportement fautif avec le manquement en obligation. Je vous rappelle qu'une faute, c'est un manquement à une obligation. Une faute, ce n'est pas une erreur. Hein. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre la faute et l'insuffisance professionnelle. Et enfin, la sanction proposée, s'il y a saisine du conseil de discipline, s'il n'y a pas, c'est une information à l'agent sur le type de sanction disciplinaire qui qui pourra éventuellement lui être infligée. Alors, donc, ce rapport disciplinaire, donc, on va disséquer ces différentes parties. On va commencer par le plus facile, le chapeau introductif. Objet, s'il y a saisine du conseil de discipline, bah, saisine du conseil de discipline. La présente saisine du conseil de discipline, effectuée par monsieur, madame, l'autorité détentrice du pouvoir de nomination, a pour objet l'examen du dossier de madame, grade, corps, affectation, à qui il est reproché, en deux mots, on peut déjà qualifier le comportement fautif, le cas échéant, fait ayant conduit à la suspension aussi d'aventure. Vous avez suspendu l'agent. Je vous rappelle hein, que la suspension, c'est une mesure conservatoire et qui n'a pas vocation à durer plus de 4 mois, sauf s'il y a une procédure pénale ou des interdictions pénales qui empêchent l'agent de reprendre ses fonctions. Alors, situation administrative de l'agent. Donc là encore, on est dans du pur administratif. On n'est pas du tout encore dans l'appréciation des faits. L'objectif, c'est de rappeler la carrière de l'agent, donc mettre l'état civil de l'agent, le déroulement de sa carrière, date d'entrée dans l'établissement, dans la fonction publique, les principaux avancements, sa situation actuelle, grade, échelon, ancienneté. Mine de rien, ça peut être important parce que il peut y avoir des comportements fautifs qui vont être plus graves entre guillemets, s'ils sont exercés par certains types d'agents, alors qu'ils le seraient moins par d'autres, notamment au regard du niveau hiérarchique. Je prends par exemple la question de la dignité dans la vie personnelle. Le juge administratif est un peu plus regardant sur le comportement d'un préfet que sur celui d'un adjoint administratif d'un EHPAD. Sachant que ça reste qu'ils sont tous les deux soumis à la même obligation, mais l'impact sur l'image est bien entendu bien moins importante lorsqu'il s'agit d'un agent administratif plutôt que du préfet. Alors, tout au long, je vais vous présenter des éléments d'un rapport fictif hein, que j'ai construit, qui concerne monsieur Robert Redford, qui est né
le 29 août 89, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. L'adresse personnelle, ici 43 bis rue de la Forêt Enchantée. Situation administrative, aide-soignant titulaire depuis le 1er janvier 2016. Actuel, il est au 4e échelon et il occupe un emploi à l'USLD. Il a d'abord été contractuel à compter du 31 août 2009, puis titularisé en, 2016. Alors, date d'entrée dans l'établissement en 2000, en 2009. Il a commencé sa carrière en tant qu'employé. Vous voyez, donc là, on est du pur administratif de Monsieur Redford. Alors, le reste, c'est là où on va rentrer et je veux faire un petit rappel sur les éléments d'appréciation du juge en matière disciplinaire. Donc, le juge, il va rechercher, je vous ai dit, d'une part, si les faits reprochés à un agent font l'objet, sont des faits, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Et deuxièmement, si la sanction est proportionnée. Donc, 3 éléments que j'ai déjà évoqués. 1, matérialité des faits. 2, qualification des faits, qualification fautive des faits. 3, proportionnalité de la sanction. Et en fait, l'idée que vous allez devoir garder dans la rédaction d'un rapport disciplinaire, c'est qu'il faut justifier tout ça. Il faut justifier tout ça et montrer ensuite aux différents interlocuteurs qu'on a des faits indubitables, que ces faits-là constituent un manquement à telle obligation et que on a une sanction qui est proportionnée à, à, à quoi? À quoi? C'est quoi la proportionnalité? Eh bien, la proportionnalité, qui est un changement de position du Conseil d'État, puisque jusqu'à présent, le juge administratif, enfin jusqu'à présent, jusqu'au 13 novembre 2013, ça fait quand même plus de 10 ans, jusqu'au 13 novembre 2013, le juge, il appréciait uniquement l'erreur manifeste d'appréciation. Aujourd'hui, il apprécie l'erreur d'appréciation, d'où le fait qu'il utilise la notion de proportionnalité et qui nous dit qu'une sanction disciplinaire doit être proportionnée. Proportionnée à quoi? Proportionnée notamment. Vous savez, les juristes, on adore le mot notamment parce que ça permet de laisser une porte un peu ouverte pour pouvoir s'infiltrer et infiltrer d'autres notions que celles qui sont visées. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? La gravité des fautes commises, l'atteinte portée au fonctionnement du service, à l'image du service, mais aussi, et c'est là où ça va justifier le reste du rapport disciplinaire, l'absence de passé disciplinaire, le comportement général de l'agent, le caractère répétitif des manquements reprochés, la nature des fonctions exercées par l'agent et ses responsabilités, sa manière de servir. Donc, vous voyez, c'est tous les éléments. Et finalement, au-delà de l'atteinte du comportement fautif sur l'image et le fonctionnement du service, on regarde plein de choses qui sont indépendants du comportement fautif en tant que tel, mais qui concernent le comportement général de l'agent. Je vous ai dit aussi son niveau hiérarchique, ce qu'il représente, ce qu'il est, s'il est en situation d'encadrement ou pas, s'il est en contact avec les patients ou pas, euh, s'il est en contact avec les patients, sa manière de servir générale. J'ai un petit comportement fautif, alors que j'ai un agent excellent qui a de très bonnes appréciations, qui a un très bon relationnel, qui n'a jamais eu de sanction disciplinaire, ça va jouer en sa faveur. Par contre, si j'ai le même comportement d'un agent qui a déjà eu des rappels, qui a des évaluations où c'est pas top top, donc pas une excellente manière de servir, et que en plus c'est pas la première fois, eh ben je vais infliger une sanction plus importante. Et ça, ce sont des éléments que je vais devoir retrouver dans le rapport disciplinaire. Alors, concernant la valeur professionnelle de l'agent, l'objectif de cette partie-là, c'est de donner des éléments d'appréciation du comportement général. Donc, de manière générale, est-ce que c'est un agent investi?
Est-ce que il a déjà eu ces manquements-là? Un retard en soi, bon, 10 retards, ça commence à faire beaucoup. Je le retrouve dans le rapport disciplinaire. La nature des fonctions exercées par l'agent, donc la manière de servir, l'absence de passé disciplinaire. C'est cela que je vais retrouver. Donc, c'est les éléments de la proportionnalité indépendants du comportement fautif en tant que tel. Alors, revenons à notre ami Robert. Donc, deuxième partie, valeur pro de l'agent. Les évaluations de M. Robert font apparaître des difficultés d'intégration dans son équipe. Monsieur Redford n'a jamais eu de sanction disciplinaire. Monsieur Redford, en tant qu'aide-soignant à l'USLD, a comme mission notamment la prise en charge et le confort des patients. Ouais, là encore, hein, on reprend des faits. Alors, bien entendu, on va annexer au rapport les éléments qui justifient les évals. Bon, ben voilà, les évals de monsieur Redford, ou sa notation pour les périodes passées. Elles sont là, elles sont ceci. Et il y a un rapport littéral X, Y, Z qui montre que, bon, c'est pas le plus sympathique des collègues. N'oublions pas non plus un point de droit important qu'on va retrouver, c'est la question de la jurisprudence d'Anthony. J'en ai parlé souvent, j'en parle souvent parce qu'elle est extrêmement importante et notamment ici, en matière disciplinaire, c'est la question des droits de la défense. Je vous rappelle que quand il y a un vice de procédure, le juge administratif va se poser la question de savoir si, eh bien, d'une part, le vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'agent d'une garantie. Donc ça a comme conséquence de se poser trois questions. Question numéro une, la procédure, est-ce qu'elle constitue une garantie? Deuxièmement, si oui, les personnes, est-ce qu'elles ont effectivement été privées de cette garantie en raison du vice? Par exemple, ici, j'en reviendrai, on doit rappeler à l'agent son droit à consultation du dossier. Imaginons que bah, je me sois planté et que je n'ai pas rappelé à l'agent son droit à consultation du dossier, mais qu'il est allé lui-même consulter son dossier. Bah, et du coup, il a bénéficié de sa garantie puisqu'il a pu aller consulter son dossier. Donc là, ce vice est constitutif d'une garantie, enfin, c'est l'élection de le rappel du droit à consultation du dossier est constitutif d'une garantie, mais il n'en a pas été effectivement pris. Et enfin, troisième question, c'est si ce n'est pas une garantie, eh bien, est-ce que le vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, au cas par cas, une influence sur le sens de la décision? Et donc, du coup, euh, le, la procédure disciplinaire, dans ce cadre-là, prévoit des garanties pour les agents qu'on a déjà effleurées, mais qu'on va revoir un petit peu plus en détail. Premièrement, l'agent doit être informé par courrier de la mise en œuvre et du déroulement de la procédure disciplinaire, des motifs qui justifient cette procédure disciplinaire, de la date de prise des faits, le cas échéant, de la sanction disciplinaire, de son droit à consultation de l'intégralité de son dossier administratif, de l'intégralité de son dossier administratif. C'est super important parce que, en plus, l'agent, il va pouvoir mettre en avant le fait que c'est un super agent qui n'a jamais de sanction. Oui, il a déconné, mais en fait, ça s'inscrit dans un investissement général très positif de l'agent. La possibilité de se faire assister du défenseur de son choix. Et plus précisément en matière de dossier, le juge me dit que le dossier administratif doit comporter l'ensemble des pièces intéressant la situation administrative de l'agent, y compris celles qui lui sont favorables, puisqu'il peut y en faire valoir au cours de la procédure engagée à son nom. Donc, il faut lui rappeler tous ses droits. Et du coup, dans le dossier, ou à part, et si je le fais à part, il faut rappeler le droit A, eh bien, il faut lui rappeler son droit à consultation du rapport disciplinaire. L'agent a le droit. La communication du rapport de saisine du conseil de discipline est une garantie. Donc, le défaut de rappel de droit à consultation
du rapport vice le processus décisionnel disciplinaire. Vice le processus disciplinaire, sauf si, par ailleurs, dans le dossier de l'agent, on a des éléments qui lui permettent, qui ne sont pas différents de ceux qu'il y a dans le rapport. Et si l'agent a eu même a pu prendre connaissance du dossier, et s'il a été informé des griefs qui sont retenus contre lui, et s'il a pu présenter ses observations. Donc le simple défaut de rapport du rapport disciplinaire ne suffit pas en soi, mais il faut que par ailleurs, j'ai quand même l'agent qui a pu avoir accès à ces, aux informations qui président la prise de décision disciplinaire. Alors, donc, petite question complémentaire. Ici, je le lance. Est-ce que l'employeur doit informer l'agent de son droit de se taire? Alors, je partage les résultats. Vous êtes 86% à me dire que on n'est pas dans une série américaine et on n'a pas besoin de rappeler à l'agent son droit de garder le silence. Et 6 d'entre vous pensent que oui, 14%. Alors, qu'en est-il? Euh, Qu'en est-il? Eh bien, on a une petite évolution et c'est pour ça que je vous les en parlais. On a l'article 9 hein, de la DDHC de 1789 qui nous dit tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Vous savez, on en parle souvent de ça. Innocent jusqu'à preuve du contraire. La procédure inquisitoire en France. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Traduction de ça, c'est nul n'est tenu de s'accuser lui-même, d'où conséquence le droit de se taire. Et c'est quoi en droit pénal, on a ce principe-là. Simplement, jusqu'à récemment, le Conseil d'État a considéré, et encore, vous voyez, récemment, 24 juin 2023, donc, on est en temps fonction publique, c'était hier, et qui nous dit que ça a seulement vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure pénale. Oui. Il avait d'ailleurs refusé à maintes reprises de transmettre une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, mais le Conseil constitutionnel a quand même eu à connaître de cette question-là dans le cadre d'une procédure disciplinaire d'un notaire et nous dit que l'exigence du droit de se taire s'applique non seulement aux peines prononcées par la juridiction répressive, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Par conséquent, pour le Conseil constitutionnel, le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. 8 décembre 2022. Donc, alors, est-ce que ça s'applique à la fonction publique? Il y a des débats. Et je vous avoue que mon cœur balance. Mais au demeurant, mieux vaut prévenir que guérir. Ce serait quand même dommage d'avoir l'annulation d'une procédure disciplinaire parce qu'on a oublié de se prendre pour un policier américain. Donc, il me semble pertinent dans le cadre de cette partie du rapport disciplinaire, de rappeler à l'agent que non seulement il a le droit d'avoir communication du rapport, mais aussi qu'il est informé de son droit de se taire, ce qui nous permet, sur la partie procédure, qu'on est en train de voir pour notre ami Redford, de Robert, euh, de rappeler l'ensemble de ces éléments, date d'information de l'agent de l'enquête du procédure disciplinaire. Hein. Monsieur, madame, je vous informe que une sanction disciplinaire est menée à votre encontre. Date de la consultation du dossier. Alors, le courrier de base, j'ai rappelé tous les droits de l'agent. Et dans le rapport, je mets madame,
monsieur, il a été informé d'une sanction, d'une procédure disciplinaire. Il a pu avoir accès à son dossier administratif contenant notamment le rapport d'enquête administrative tel jour, telle heure, et les dates à laquelle il y a eu les éventuels entretiens. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, en matière disciplinaire, on l'avait vu, il n'y a aucune obligation d'avoir un entretien disciplinaire. Ce qui est assez ubuesque, mais en effet, ouais, c'est pas obligatoire. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'on peut pas le faire. Ça peut être pertinent. Euh, le fait que l'agent ait communiqué des éléments d'observation écrites, et du coup, Monsieur Redford a été informé par courrier en lettres, en lettres rares, réceptionnées le 15 mars 2023, qu'une procédure disciplinaire a été menée à son encontre. Elle est en annexe. Monsieur Redford a pu consulter son dossier et les éléments du présent rapport le 25 mars 2023. Attestation de communication en index. Monsieur Redford, accompagné d'un représentant syndical, a été reçu en entretien le 15 avril 2023. Monsieur Redford a communiqué un mémoire sur les circonstances des éléments qui sont reprochés. Et surtout, le petit rajout du coup de la du fait du Conseil constitutionnel, Monsieur Redford a été informé de son droit de se taire. Ça mange pas de pain et ça permet de s'exonérer d'un risque d'annulation qui serait basé sur cet élément-là. Ce serait franchement dommage. Alors, je vous l'ai dit, en matière disciplinaire, on va se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute, donc d'un manquement à une obligation? Et deuxièmement, est-ce que ces fautes-là justifient cette sanction-là si elle est proportionnée? Alors, qu'est-ce qu'une faute? On dit que c'est un manquant à une obligation, d'où le fait, dans le rapport, de bien qualifier hein, les fautes. Et d'ailleurs, le caractère fautif des faits reprochés peut faire l'objet d'un recours en cassation. Euh, donc, on va être important d'avoir des faits indubitables sur la situation de l'agent. Euh, alors, ces faits-là, l'employeur doit apporter les preuves, doit justifier que les faits sont réels et que c'est sur ces faits-là qu'il inflige telle sanction. Alors, comment recueillir les faits? Comment recueillir les faits? Il y a un principe, c'est le principe de la liberté de l'employeur dans le respect de la loyauté. Donc, je peux en faire un petit peu tout ce que je veux en fonction de mon imagination. Je peux même aller jusqu'à utiliser un agent de recherche privée. Jurisprudence du Conseil d'État du 16 juillet 2014, on est assez clair là-dessus. On peut faire appel à un détective privé, on peut aller fureter sur les réseaux sociaux. On peut aussi avoir un partage d'éléments qu'on aurait, qui seraient apportés par un autre agent. Donc on n'a pas vraiment de limite. Par contre, on ne peut pas faire de piège. Ça, par exemple, en matière de cumul illégal, j'ai des employeurs qui me disent des fois, ah, je vois qu'elle est sur Doctolib. Bon, ben, je vais prendre rendez-vous avec elle et quand elle ouvrira la porte, je prendrai une photo. Clic, coucou. Comme ça, j'aurai une preuve que c'est du cumul illégal. Ça marche pas. Euh, je peux pas faire ça moi. Ce n'est pas loyal. Par contre, bon, le reste, hein, j'ai pas de limite, y compris dans le cadre de l'enquête administrative. Hein. Sur l'enquête administrative, on a un principe, c'est la liberté. La liberté, à la fois sur la façon dont je le mène, mais par qui elle est menée. Une enquête administrative, l'employeur peut très bien faire appel à un prestataire extérieur. Mais il peut aussi faire appel à un ou plusieurs agents de l'établissement ou de la collectivité.
sur une présence territoriale, mais qui s'applique à l'hospitalière, le juge nous dit la liberté dans le choix des enquêteurs est quasiment totale. Il faut juste éviter que on prenne quelqu'un qui a une animosité flagrante euh, contre l'agent. Mais sorti de là, bon, on a une certaine, on a une très grande liberté sur le choix de qui mène l'enquête administrative. Alors, ce qui est bien, c'est de structurer l'enquête administrative en désignant la personne et qui peut entendre tout agent concerné par les faits. Ce qui peut être bien, c'est d'avoir une structuration, soit un questionnaire commun, soit mais un élément qui permet d'avoir une certaine cohérence ou de ne pas oublier certaines parties et autres. Hein. C'est toute une technique aussi plutôt psychologique, plus psychologique que juridique, hein, la question euh, des entretiens en enquête administrative. Mais souvent, on limite l'enquête administrative à la question de l'entretien. Il n'y a pas forcément une enquête administrative, c'est pas forcément des entretiens. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être l'utilisation des outils informatiques, où on va voir les éléments que l'agent reproche pour voir s'ils sont réels ou au contraire s'ils ne sont absolument pas justifiés. On peut utiliser des caméras de surveillance aussi, si d'aventure on a ce genre d'outils. Bref, on n'a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que je suis obligé de faire signer les procès-verbaux d'entretien? Absolument pas. Je ne suis pas obligé, mais par contre, le faire permet de limiter les risques en matière de débat. Ah non, j'ai pas dit ça. Sachant que dans la fonction publique, c'est comme pour les impôts, la fonction publique a raison jusqu'à preuve du contraire. Euh, donc, bon, faire un compte-rendu d'entretien, ça peut être une bonne chose. Comme ça permet d'éviter tous les débats. Euh, et je n'ai pas du tout l'obligation d'organiser de confrontation. C'est pas l'objectif. Ça, à la limite, on peut, on va confronter les témoignages, mais pas forcément confronter les individus. Alors, le contrôle des faits, donc sur l'enquête administrative, l'agent ne peut pas exiger d'assister aux auditions des autres agents. Par contre, dans le cadre d'une enquête, l'agent qui fait l'objet d'une enquête, si jamais il le dit, il le demande, l'employeur, l'enquêteur doit entendre les autres personnes enfin des personnes dont il demande à ce qu'on l'entende. Il faut faire attention à ça. Hein. Quand on entend un service sur une situation, le mieux est d'entendre l'ensemble du service. Euh, Par contre, hein, ce n'est pas juste parce que c'est l'administration qui met l'enquête qu'on va le mettre de côté. Euh, et l'agent qui dit, voilà, c'est impartial, forcément, l'employeur, c'est lui qui mène l'enquête, donc c'est impartial. Que nenni, c'est pas quelque chose que retient le juge administratif, estimant que vous n'êtes pas des falabras et que vous n'êtes pas nécessairement objectivement, enfin nécessairement automatiquement, pardon, quelqu'un qui ne va pas justement être objectif. Alors, donc, le rapport d'enquête administrative qui est différent du rapport disciplinaire. On est bien d'accord que le rapport d'enquête administrative, c'est le condensé de l'enquête administrative. Euh, et ce rapport d'enquête va remettre en lumière tous les éléments qu'on aura recueillis durant l'enquête. Le contexte. Il s'avère que, à la suite de furetage sur Internet, on a découvert qu'il y avait du cumul illégal. Le détective privé a en effet mandaté sur la question, en a fait constater que monsieur, madame exerçaient des fonctions dans le cadre d'un cumul à tel endroit, dans telle circonstance. Ces faits ont été constitués par huissier. Euh, et donc, la conclusion générale, les faits d'activité en dehors du service sont étayés. Et ça, on va le reprendre dans le rapport, voilà, tel qu'il ressort du rapport d'enquête.
monsieur, madame, a exercé une activité en dehors de son temps de travail, et ce comportement, et on arrivera là, à la qualification, c'est un manquement à l'obligation sur le cumul d'activités. L'enquête administrative. Alors justement, nous arrivons à la grande question, avec une série de questions ici sur, bien premièrement, l'agent qui fait l'objet d'une enquête administrative sans procédure disciplinaire a-t-il le droit à communication du rapport? Et a-t-il le droit à la communication des témoignages contenus dans le rapport? Troisième question, l'agent qui fait l'objet d'une enquête administrative dans le cadre d'une procédure disciplinaire, cette fois, a le droit à la communication du rapport et des témoignages contenus dans le rapport. L'agent qui fait l'objet d'une enquête administrative dans le cadre d'une procédure disciplinaire a le droit à la communication des rapports, des témoignages non anonymisés contenus dans le rapport. Qu'en pensez-vous? Alors, l'agent qui fait l'objet d'une enquête administrative sans procédure disciplinaire a le droit à communication du rapport. Oui, non. Alors, l'enquête administrative, c'est un document administratif. C'est un document administratif. euh, et du coup, de ce fait, quasiment tout le monde en a le droit à communication, hein. Et la position de la CADA sur cette question-là, c'est que avant que j'ai décidé d'engager des procédures disciplinaires, seul le rapport de synthèse est communicable. Donc, question numéro 1, il a le droit à la communication du rapport? Oui. Mais est-ce qu'il a le droit à la communication des témoignages contenus dans le rapport? Là, la réponse est non à la deuxième question. L'agent qui fait l'objet d'une enquête administrative, dont dans le cadre d'une procédure disciplinaire, a le droit à la communication du rapport et des témoignages contenus dans le rapport. Eh bien, pour la CADA, oui. Oui, dès que la collectivité ou l'employeur public a pris la décision d'engager des poursuites disciplinaires sur le fondement de cette enquête, les PV sont également communicables. Ce qui ne répond pas à la quatrième question. Alors, j'ai le droit au PV, mais est-ce que ces PV doivent être anonymisés? Oui, non, ça dépend. Donc, on est quasiment un tiers, un tiers, un tiers, ce qui démontre une certaine, euh, certain débat qui peut exister. Je suis curieux. Ceux qui m'ont dit ça dépend de quoi? En deux, en deux mots, en tapant. Oui, la bonne réponse, c'est ça dépend. Et je vais vous expliquer l'évolution jurisprudentielle, parce que c'est quelque chose qui, au final, n'est pas très récent, hein, cette question de la communication du rapport anonymisé. Déjà, dans le principe, hein, c'est que l'agent doit avoir accès aux témoignages dès lors que ces témoignages fondent les faits relatés, que c'est là-dessus qu'on fonde le processus décisionnel. Ce qui peut être un élément pour essayer d'éviter d'utiliser ces témoignages, en tout cas, ça me semble pertinent, c'est j'ai des témoignages qui me permettent d'aller chercher d'autres types de preuves et de fonder ma sanction disciplinaire sur d'autres types de preuves. Des vidéos, d'une informatique, du courriel ou n'importe quel autre type d'éléments que je peux, que je peux utiliser. Mais par contre, si je fonde mon sanction disciplinaire sur ces témoignages, là, l'agent a le droit à communication des témoignages. Je n'ai pas parlé encore d'anonyme ou de non anonyme. Ça, c'est le Conseil d'État. Vous voyez, 2016, le Conseil d'État, en 2020, nous dit, bon, ça fait partie des garanties de la dépense. Grosso modo, j'ai le droit de connaître les personnes qui sont à l'origine du témoignage, ne serait-ce que pour optimiser, améliorer mes possibilités de défense. Il nous fait référence pour ça à l'article 65 de la loi de 1905, article extrêmement important, hein, sur le fait qu'un agent a le droit de communication des éléments qui lui sont reprochés. Et il nous dit, il en va de même pour les procès-verbaux des auditions des personnes entendues, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
2020, voilà la position de principe du Conseil d'État. Vous voyez, jurisprudence assez récente. Euh, alors, déjà, j'ai une question dans le chat ici. Les témoignages ne sont-ils uniquement valables s'ils sont sur le document CERFA? Absolument pas. Ça, c'est devant le juge judiciaire. On peut utiliser quand même le CERFA sur le témoignage. Ce qui peut être bien, hein, quand je recueille un témoignage, c'est rappeler à l'agent que si je mange, je vais en enfer. Donc, les dispositions sur le témoignage, déclaration illégale, mensongère, qui peut être sanctionné. Donc, je peux utiliser le CERFA, mais je ne suis pas obligé. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, mon agent, il a droit à la communication des procès non anonymisés, sauf si cette communication est de nature à porter gravement préjudice. Gravement préjudice, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, c'est vraiment au cas par cas. Et le juge, quand il dit gravement, c'est gravement. C'est-à-dire menace physique, ce genre de choses. Euh, Maintenant, le Conseil d'État a un petit peu tempéré sa position le 5 avril 2023. Il l'a répété encore récemment. Alors, en disant plusieurs choses. Il nous dit, l'employeur, il peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignage qu'elle a anonymisé. Simplement, pour pouvoir le faire, euh, il faut d'une part qu'il justifie le caractère anonyme par le fait que la communication de ces témoignages non anonymisés serait de nature à porter préjudice. Donc, vous voyez, le mot gravement est en moi. Et je pense que vous commencez à le savoir, faire du droit, c'est faire du vocabulaire. Et quand on enlève le mot gravement sur porter gravement préjudice, on change l'environnement juridique. Là, c'est plus souple. C'est plus souple. On peut imaginer un préjudice de carrière, mais aussi un préjudice dans les conditions de travail. Donc, c'est une ouverture, disons, aux employeurs pour plus facilement justifier l'anonymat, pardon, l'anonymat des documents qui sont communiqués à des témoignages qui sont communiqués aux agents. Par contre, ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que si je me base uniquement sur des témoignages anonymes, il faut que j'ai des éléments probants de nature à démontrer que les témoins que j'ai entendus, bah, ce ne soient pas des gens qui soient passés dans le couloir, que c'est bien des gens qui ont le poste qu'on allègue qu'ils ont devant le juge. Donc là, ça commence à être un petit peu difficile. On est face à une de ces jurisprudences du Conseil d'État où on botte un peu en touche. Alors, dans le cas d'espèce, on a eu, c'est Pôle emploi, maintenant France Travail, qui a été euh, qui a été beaucoup de mal et qui était un peu light, on va dire, sur l'enquête administrative. Pôle emploi, il s'est exclusivement fondé pour sanctionner un agent sur le témoignage qui émanerait, donc on n'en est même pas sûr, d'agents qui auraient participé à une session de formation. Dans les cas d'espèce, c'est un agent qui, dans le cadre d'une session de formation, a été particulièrement désagréable. Euh, donc, des agents qui émaneraient, on ne sait même pas si vraiment ça vient d'eux, qui auraient participé à la session de formation, okay, qui rapportant des propos qui auraient été tenus, ces témoignages étant anonymisés, ne permettant ainsi pas d'identifier leur auteur, ainsi que sur une synthèse également anonymisée, et dont l'auteur reste ainsi inconnu. Là, le juge fait bien la différence entre les témoignages et la synthèse de l'enquête administrative, fruit de ces témoignages, rapportant des propos qui auraient été tenus à l'occasion d'une enquête téléphonique avec des agents dont l'identité n'est pas davantage précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit. La Cour a estimé, par une appréciation souveraine, que ces éléments anonymisés ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalité des faits constatés. Donc le risque quand j'anonyme, c'est le fait que le juge dit bah, il n'y a pas suffisamment de preuves de la réalité des faits. Il faut que j'essaie de trouver d'autres moyens, ou alors que j'ai des éléments permettant éventuellement devant le juge de justifier l'identité des personnes qui ont
qui ont témoigné. Alors, est-ce que en matière de droit de la défense, cette communication du dossier, au-delà de cette communication des faits et de la question de l'anonymat, euh, qu'en est-il du rappel à le droit à la consultation du dossier dans matière de processus et de l'application de la jurance d'Anthony? Euh, donc, il peut arriver euh, que l'employeur n'informe pas l'agent de son droit à consultation du dossier, euh, mais que ce soit le président du conseil de discipline qui le fasse dans son écrit de convocation. Et dans ce cas-là, les faits du dossier comportant le rapport disciplinaire, qui lui-même fait éventuellement référence au rapport d'enquête administrative, qui lui-même est construit autour de témoignages éventuellement anonymisés, eh bien, l'agent n'a pas été privé de garantie puisqu'il a objectivement pu avoir accès aux éléments de son dossier. Donc, on n'est pas. Le tout, c'est que l'agent a eu accès à ce rapport et à ces éléments. Alors ensuite, il y a la question de la lecture. Normalement, lors de la séance du conseil des disciplines, on est censé lire le rapport d'enquête administrative. Si on ne le fait pas, c'est pas grave. Si l'agent a eu connaissance de ce rapport, hein, le président peut se borner, rappeler les griefs retenus en compte de l'agent, euh, et pas relire l'ensemble de l'enquête, notamment si on a quelque chose d'important, ne pas le relire l'ensemble du rapport, notamment si on a énormément de faits, il peut revenir simplement à l'essentiel. Alors, il y a aussi souvent la question de l'articulation entre une sanction disciplinaire et un jugement. Est-ce que la position du juge pénal lie l'employeur public? Eh bien, bah, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle à moitié, en fait. Et notamment sur cette question de qualification des faits. Le juge là-dessus, sur une jurisprudence de principe assez claire, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de faits que les juges répressifs ont retenus. Donc on est sur les faits et pas leur qualification juridique. C'est-à-dire que euh, euh, une, un juge administratif qui va dire voilà, ces faits-là sont avérés, mais qu'il considère qu'il n'y a pas de qualification pénale, ça ne veut pas dire que que l'agent n'est pas euh, responsable d'une faute. Ça veut simplement dire qu'elle n'est pas pénalement qualifiable. Et du coup, on peut tout à fait sanctionner l'agent. Et c'est même plutôt pas mal dans ce cas-là, parce qu'on sait que les faits sont indubitables. Par contre, si le juge pénal dit non, non, les faits ne sont pas avérés, non, non, là, il y a un débat sur la réalité des faits, là, on est sur un autre type et on ne pourra pas, on sera lié. Donc, le juge pénal lie l'employeur public sur l'appréciation des faits et absolument pas leur qualification juridique. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la partie exposée et circonstances reprochées à l'agent. C'est l'objectif de identifier les faits reprochés à l'agent. Donc, comment faire? Ce qui peut être bien, c'est de relater, si possible chronologiquement, les faits reprochés à l'agent. Deuxièmement, c'est préciser les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et à quelle occasion l'employeur a eu à les connaître. La procédure de recueil des faits, est-ce qu'il y a une enquête administrative? Quand? De quand à temps a-t-elle été faite? Quels sont les témoins qui ont été entendus? Quelle est la conclusion de l'enquête administrative? Pardon. Quelle est quels sont les autres outils qui ont été utilisés? Est-ce que les faits sont bien indubitables? Le rapport d'enquête administrative qu'on va annexer au rapport disciplinaire.
Et puis, indiquer si une plainte a été déposée, par qui et quand. Et puis, s'il y a suspension, suspicion ou s'il y a récidive, très important. Et si nécessaire, décrire l'ambiance générale du service dans le contexte du comportement fautif et toute précision permettant aux différents interlocuteurs et notamment au conseil de discipline de pouvoir émettre un avis. Alors, petit exemple sur notre ami Robert. Madame B s'est plainte de la prise en charge soignante de son père. C'est comme ça qu'on a eu l'information. Un patient en USLD lors de la journée du 20 janvier 2023 en identifiant l'aide-soignant Monsieur Redford. 2. Lors de la matinée du 12 janvier 2023, des binômes aides-soignants sont en poste, dont Monsieur Redford. Une stagiaire était présente. Il a dit à sa binôme, Madame A, de se partager les 10 patients dont ils ont la charge ensemble, soit 5 chacun. CF, témoignage en annexe. Dans ce partage, M. Redford doit prendre en charge M. B, qui présente des troubles de comportement et est souvent dans le refus de soins. Sans défaillir à ce comportement habituel, M. B a refusé le soin proposé par M. Redford. On est face à un patient qui a eu un refus de, de soins, à savoir le change de sa couche notamment. Face à ce refus de soins, l'aide-soignant M. Redford l'a mis dans le logiciel patient informatisé, mais il n'en a pas parlé à ses collègues pour poursuivre la démarche du soin, puisque dans ce cadre-là, on va normalement aller voir un collègue pour qu'il prenne le relais, peut-être que quelqu'un d'autre, ça peut passer. Et le protocole humanitude, connu par M. Redford, précise bien zéro soin de force, mais sans abandon de soins. Et ce, par la transmission à d'autres collègues. Là encore, témoignage en annexe. Ainsi, le patient est resté dans ses selles toute la matinée. Or, à 11 heures, ce jour-là, M. Redford et 2 autres de ses collègues présents étaient en pause avancée, alors que d'autres tâches auraient pu être mises à profit des patients, par exemple donner la douche, faire des activités avec eux, faire marcher, ranger le matériel. Autre élément, au moment du déjeuner, M. Redford s'est à nouveau occupé de M. au change. Le patient a eu sa toilette uniquement après la transmission de 13h30 par une autre collègue. Encore un témoignage. Du coup, sur ces éléments-là, le cadre s'est dit, oula, peut-être quelque chose, il est allé creuser. Et donc, il s'est entretenu. Donc, il a fait une petite enquête administrative en interne. Il s'est entretenu avec certains agents du service. Et son rapport, Monsieur Redford, peu avant la fin du service et dans l'attente de la relève assurée par l'équipe soignante, ne fait pas l'échange, même si les patients sont dans leur selle, ne nettoie pas les douches des patients après les repas, alors qu'il aurait encore du temps. Quand un patient est dans le refus de soins, il ne transmet pas l'information à ses collègues directement, ce qui implique qu'il n'a pas de relais. Lors de sa prise de poste, il prend son temps avant de démarrer les toilettes, alors que ses collègues ont déjà commencé leur tâche. Et il ne prépare le chariot du petit déjeuner pour le lendemain uniquement lorsque c'est des copains qui travaillent la nuit, et cela au détriment de l'organisation des soins. Vous voyez, on est extrêmement factuel. Hein, et ça, c'est souvent ce qui manque dans les rapports disciplinaires. On n'est pas encore dans la qualification. Mais voilà ce qu'il fait et surtout ce qu'il ne fait pas. En plus, il est régulièrement agressif en élevant la voix avec ses collègues. Son attitude est donc parfois menaçante. Il fait peur à ses collègues. Deux des agents du service rapportent des situations identiques à celle de la situation de M. B. C'est dans l'enquête administrative. Donc, là, le cadre recueille tous ces faits. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Eh bien, il a alors que M. Redford terminait trop tôt ses changes et allait se reposer ensuite. Elle a dû le rappeler à l'ordre pour lui faire comprendre que même lors des prises en charge de nuit, il faut prendre le temps d'être avec les patients et qu'il n'est pas de bonne pratique de courir. Pour terminer le fini parti, ce dernier point est corroboré par un autre agent qui précise que M. Redford clame parfois qu'il termine ses soins dans 1 heure, car aujourd'hui, il fait PQ, puis va dehors pour fouiller. Donc là, on a des éléments quand même très, très factuels. Et le rapport est corroboré par les témoignages de 4 agents qui figurent en annexe du présent rapport. Donc, c'est cette partie identification des faits reprochés à la. Une fois que ces faits ont été identifiés, la question d'après, c'est celle de leur
qualification. De leur qualification, certes, on a des faits, mais même si ici, ça vous semble tout à fait logique, il faut quand même prendre l'habitude d'articuler ces comportements fautifs avec le manquement à une obligation. Alors, on ne va pas voir tous les droits et obligations des agents publics, euh, même si ce serait passionnant. Donc, obéissance, effectuer les tâches confiées, discrétion, secret professionnel, transparence, dignité, probité, impartialité, intégrité, neutralité, cumul d'activités, dérive du pouvoir hiérarchique, harcèlement. On a quand même une liste assez importante de, de manquements à obligations. Et encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liste qui est ici, elle n'est pas exhaustive et qu'on peut aller au-delà des, des, des manquements à une obligation. Et la qualification de ce manquement-là est importante. Et puis, la question de la gravité des fautes commises et de la proportionnalité, comme je le disais, le comportement général et l'ensemble des éléments qu'on a déjà vus. Ici, c'est la gravité. Donc, les éléments liés au comportement et à l'environnement, c'est des éléments qu'on a retrouvés en amont dans le rapport. Les éléments qui sont liés à la faute en elle-même, la gravité et l'atteinte portée aux fonctions de l'établissement du service, là, on est sur cette partie-là. J'ai des comportements fautifs qui sont en manquement à telle obligation et en quoi ce manquement-là est important. Alors, vous m'avez parlé beaucoup d'obéissance, j'ai vu dignité et le soin. On peut aller bien au-delà. Hein. La qualification des faits a pour objectif de rattacher le comportement fautif à un manquement à une obligation. Donc, on va s'appuyer en rappelant la législation et la jurisprudence. C'est important, ça, parce que faut pas oublier qu'éventuellement, vous êtes face à des agents au conseil de discipline qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du droit de la fonction publique et que bah, ils ont peut-être besoin d'un peu d'aide pour la qualification. Euh, donc, rappeler la jurisprudence, euh, identifier les obligations auxquelles l'agent a manqué euh, et clarifier l'impact du manquement sur l'image et le fonctionnement du service. Alors ici, qu'en est-il pour M. Redford Pour M. Redford, eh bien, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Et alors là, on va rappeler tous les éléments. C'est pour ça que je prends ça, c'est parce que c'est un élément particulièrement important du fait qu'il soit soignant. Le même comportement fautif d'une personne qui ne serait pas soignant aurait pu donner une sanction. Alors d'abord, ça n'arriverait pas, mais le fait qu'il soit soignant, que ce soit le cœur de son métier, eh bien, ça vient aggraver son comportement. Ça vient aggraver en son comportement et justifier une sanction passablement sévère. Alors, du coup, euh, petite définition de ce qu'est la maltraitance. La maltraitance désigne les mauvais traitements subis par une personne. Maltraiter, c'est porter atteinte à la personne dans son identité, dans son intimité, dans son corps. Le Conseil de l'Europe, vous voyez, jusqu'au Conseil de l'Europe, définit la maltraitance comme une violence se caractérisant par tout acte ou omission commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou physique ou à la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité ou nuit à sa sécurité financière. La Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance a retenu en janvier 2021 une définition codifiée à l'article L119-1 du Code de l'action et des familles. La maltraitance vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses biens fondamentaux, à ses besoins fondamentaux, à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. L'origine être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Donc on a une définition assez claire de ce qu'est
la maltraitance. Et on en rajoute une couche, la haute autorité de santé, dans l'identification des problèmes, dans la mise en œuvre concrète des droits des patients, insiste particulièrement sur le respect de la dignité. En exemple, la haute autorité retient les problèmes liés à la réalisation de certains besoins de base, toilettes et recueil des urines et des selles. Donc, ici, on a une bonne définition et on va mettre en miroir cette définition par rapport au comportement de Robert Redford. Par ses agissements et son attitude, M. Redford a fait preuve de négligence quant à l'hygiène corporelle personnelle de ses patients et d'un défaut de soins. Il a porté atteinte à la dignité et aux besoins fondamentaux des patients dont il a charge dans une relation de soins, d'accompagnement et de dépendance. Il a donc adopté des actions ayant eu pour conséquence la maltraitance vis-à-vis des patients. Enfin, M. Redford a manqué aux obligations prévues par le CGFP d'exécution des tâches confiées et d'obéissance hiérarchique, de dignité et d'intégrité, ainsi qu'à l'obligation de loyauté et d'honnêteté prévue par l'arrêt commune de Béziers du Conseil d'État vis-à-vis de sa hiérarchie de ses collègues. Ensemble, M. Redford a contrevenu au principe de la dignité de la personne hospitalisée, mais également au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Donc, vous voyez, on met le comportement, la définition du manquement et l'articulation entre les deux. Donc, il a manqué à l'obligation de dignité, et en plus, il est soignant, donc c'est particulièrement grave. Et ensuite, il a manqué aux autres obligations, notamment de dignité et de loyauté. Alors, on va avoir un dernier point sur le rapport disciplinaire, c'est la question de la sanction proposée, soit au conseil de discipline, soit auprès auprès de l'agent. Qu'en est-il sur la sanction qu'on va proposer à, à l'agent? On a plusieurs possibilités. Alors, à votre avis, sur la situation de Redford, quelle sanction vous lui proposeriez? Donc, M. Redford, pour apprécier la proportionnalité, il ne s'est pas juste contenté, entre guillemets, même si en soi c'est déjà assez grave, de laisser un patient sans en tenir coin, sans en tenir soin, sans le soigner. Il n'est pas commis juste de la maltraitance ce jour-là. Il se trouve qu'il y a tout un faisceau de comportements au-delà de ce moment-là qui peuvent justifier alourdir entre guillemets la note. Qui plus est, rappelez-vous, hein, c'est pas quelqu'un qui a des évals folichonnes, hein. On est aussi face à quelqu'un qui a, euh, a des évaluations dans lesquelles on met qu'il a du mal à s'intégrer dans le service. Bon, c'est un cas fictif, du coup, il n'y a pas de jurisprudence du Conseil d'État sur la question qui vient de nous prononcer. En l'occurrence, sur un cas qui s'en rapproche, l'employeur, il a demandé une sanction de mois, dont avec sursis. Bon, je pense qu'on peut, certes si c'est la première fois, mais même aller éventuellement vers du troisième coup. Maintenant, comme la proportionnalité, c'est toute la problématique. C'est le fait que, bon, bah, d'une situation à l'autre, ça peut être différent. Il n'y a pas de casuistique. Il n'y a pas un cas, un comportement. D'ailleurs, le juge administratif, il contrôle la proportionnalité, mais il évite bien de vous dire quelle sanction sera adaptée. On va dire c'est disproportionné. Euh, Après, derrière, quelle aurait été la sanction? Ça, il ne va pas le dire. Euh, et bon, bah, c'est au cas par cas. Donc bon, en tout cas, je pense que minimum 2, voire 3, ça pourrait largement passer dans une situation comme ça. Alors, on le retrouve où, ce rapport qu'on a rédigé dans le déroulement de la procédure disciplinaire, du conseil de discipline, pardon, 6 conseils de discipline il y a. Donc au début du conseil de discipline, le président est censé le, est censé lire le rapport et vérifier que l'agent a pu bénéficier
tous les droits qu'il a, notamment en termes de communication des faits. Il peut entendre séparément chaque témoin et après, la partie défenderesse, entre guillemets, doit présenter d'ultimes observations. Et puis après, on voit la sanction la plus sévère. La sanction la plus sévère qui a été communiquée, qui a été évoquée dans les échanges. Et du coup, si d'emblée, dans le rapport, j'ai mis une sanction très sévère, eh bien, on va très certainement partir de ce niveau-là, puis communication de l'avis motivé du conseil de discipline à l'employé. On reprend à la sanction proposée ici, c'était 2 mois, donc l'écriture, hein. C'est sanction proposée de 2 mois, dont un avec sursis. Comme je le disais, il n'y a pas forcément de. C'est pas comme ça nécessairement que le juge va le prendre en compte. Et puis après, sur la procédure de la séance, hein, donc ouverture avec du coup un rappel des droits et lecture du rapport, sachant, comme je vous le disais, que la lecture du rapport ne prive pas l'agent d'une garantie et c'est pas quelque chose qui va vicier la procédure. Puis après, hein, débat, mise au vote pendant le délibéré, et puis transmission de l'avis qui doit être motivé à l'ensemble des acteurs. Euh, la lecture de ce rapport, comme je le disais, n'est pas en lui-même une garantie. Euh, et par contre, la communication du rapport en tant que tel avant la séance euh, lui permet, hein, de connaître les éléments aux membres pour qu'ils puissent se prononcer. Je vous remercie. J'espère que j'ai suffisamment détaillé cette question du rapport hiérarchique.